La coexistence juif-arabe en question après l'incendie de cette école bilingue à Jérusalem. 2 adolescents de 14 ans sont actuellement interrogés, soupçonnés d'être les auteurs des slogans racistes retrouvés sur place. Rapprochement Turquie-Russie sur fond de crise au Moyen-Orient et d'incertitude économique pour la Russie. Signature d'un gros contrat de vente de gaz entre Poutine et Erdogan. Hong Kong, le pouvoir choisit la manière forte pour déloger les manifestants. Intervention musclée des forces de l'ordre et menaces envers les meneurs pro-démocratie. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Peut-on parler de coexistence entre juifs et arabes en Israël? Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? On va poser la question ce soir après l'incendie symbolique de cette école bilingue à Jérusalem. Incendie pour lequel d'ailleurs 2 adolescents de 14 ans sont aujourd'hui interrogés par la police, soupçonnés d'avoir été les auteurs des slogans racistes retrouvés sur les murs de cette école, mais peut-être pas de l'incendie criminel qui reste encore à éclaircir. On va en parler avec nos invités ce soir. Bonsoir Amir Badran, vous êtes avocat à Yafo, et je salue Emmanuel Navon, bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Nous rejoindra également dans un instant Ofer Bronstein, qui lui aussi s'occupe d'un mouvement pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. On retrouvera également ce soir nos envoyés spéciaux. D'abord à Yafo, où se trouvent justement Elliot Schenberg, Léa Volbert et Sami Aboudaïb. Yafo, c'est rattaché à Tel Aviv, mais c'est un peu le symbole de cette coexistence entre toutes les religions en Israël. On ira un petit peu plus tard à la Knesset à Jérusalem pour évoquer un autre problème de coexistence, mais cette fois au sein du gouvernement Netanyahou, car il y a toujours une incertitude ce soir sur la possibilité d'avoir des élections anticipées. Daniel Haïk, vous l'avez aperçu, est sur place et il nous donnera les toutes dernières informations. في الوقت الذي ندين هذا العمل أيضا ندين الاعتداءات على الحرم القدسي. אמנם הפעם אבו מאזן גינה את מעשי הטבח, וטוב שכך. אני אגן בכל כוחי על אותם אלה שמוכנים ונכונים לחיות כאן בדו-קיום ולקיים את ערכיה של ישראל. I think that Jerusalem could show to the rest of the world that coexistence is possible. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. יש בה שוויון זכויות אישי לכל אזרח ואזרח, ואנו מקפידים על כך. Voilà, nous rejoint à présent sur ce plateau Ofer Bronstein. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes président du Forum international pour la paix. On va évoquer donc cette coexistence, possible ou pas, entre juifs et arabes à l'intérieur d'Israël, avec 2 États séparés totalement. On va évoquer toutes ces hypothèses. Mais écoutez d'abord cette réaction recueillie aujourd'hui à la Knesset par Mathias Inbar. Il s'agit de la ministre de la Justice, Tzipi Livni, qui évoque justement cette coexistence. Je suis convaincue que le rôle des leaders est de s'engager et d'agir contre ces phénomènes de haine qui se propagent un peu partout en Israël. Il y a des différences dans le gouvernement, une partie de celui-ci représente une certaine idéologie et je crois que nous avons besoin maintenant de calmer les tensions et d'envoyer le message qu'Israël est l'État-nation du peuple juif, mais que tous ses citoyens ont des droits égaux, que d'avoir un État-nation pour le peuple juif dans une démocratie n'est pas une contradiction, mais afin que cela soit le cas, nous devons nous élever au-dessus de ces chamailleries politiques. Voilà donc pour cette réaction de Tzipi Livni. Alors, je voudrais votre avis d'abord aux uns et aux autres. Ofer Bronstein, d'abord, est-ce que vous avez l'impression que cette coexistence qu'on évoque, comme l'exemple de cette école qui symbolise un petit peu cela, c'est une goutte d'eau au milieu d'un océan qui n'est pas du tout la réalité, ou est-ce qu'au contraire, il y a une vraie piste à creuser pour l'avenir? Moi, ce qui m'attriste ces derniers temps, c'est qu'il y a un débat sur la coexistence en Israël. Même le débat ne devrait pas exister. La coexistence en Israël est une réalité fondamentale, pathologique de la société israélienne.
il y a des Palestiniens, des Arabes israéliens qui sont là depuis des décennies, des centenaires. Il y a des Juifs qui sont ici, même avant la création de l'État d'Israël. Depuis la création de l'État d'Israël, il y a des Palestiniens israéliens, il y a des Juifs israéliens. Ils ont toujours vécu ensemble. Le débat m'inquiète. Pourtant, il existe aujourd'hui. Oui, mais c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on remette en question cette chose qui est fondamentale, qui est l'ADN de la société israélienne, la beauté de la société, la complexité. Je ne dis pas qu'elle est facile, je ne dis pas qu'on a réglé tous les problèmes. Israël, malheureusement, devient un pays de plus en plus tribal. C'est pas entre juifs et arabes uniquement qu'il y a des divisions, c'est entre Ashkénazes et séfarades, c'est entre religieux et laïcs, c'est entre nouveaux immigrants et anciens. C'est aujourd'hui le problème des travailleurs ou des immigrés illégaux en Israël. Donc elle est complexe, cette société. Mais être arabe et israélien, être juif et israélien, c'est l'ADN de la société israélienne. Le remettre en question, c'est remettre en question l'existence même de l'État d'Israël. Emmanuel Navon, sur ce débat, est-ce que vous pensez qu'il existe ? Qu'est-ce qui fait qu'on se pose aujourd'hui cette question ? D'abord, je pense qu'un débat en soi est toujours sain. Je ne m'inquiète jamais de l'existence d'un débat. Je crois que les débats font partie intégrante des sociétés démocratiques. Et en revanche, je crois que sur la question spécifique de ce sujet, de cette loi qui a été proposée récemment, malheureusement, il n'y a pas de débat. Il y a uniquement des récriminations, des slogans de chaque côté. Il n'y a pas de débat de fond sur la façon dont Israël souhaite allier légalement le fait d'être à la fois, comme on vient de l'entendre de la part de la ministre de la Justice, à la fois un État-nation et un État démocratique, ce qui est le cas, entre parenthèses, de 27 des 28 membres de l'Union européenne, la Belgique étant un État binational. On ne se pose pas la question de savoir en Europe si on peut être à la fois un État-nation et un État démocratique. Et pourquoi on se la pose en Israël ? On se la pose en Israël parce qu'il y a une grande minorité arabe. Personnellement, je ne vois pas de contradiction entre les deux. Mais pourquoi on se pose la question aujourd'hui ? Ça existe depuis 66 ans. Non, on ne se pose pas la question uniquement depuis aujourd'hui. La raison pour laquelle, si vous parlez de la raison pour laquelle la loi est devenue d'actualité récemment, il y a une raison pour cela. La raison est que depuis 20 ans, il y a ce que l'on appelle l'activisme juridique en Israël. Le fait que la Cour suprême se soit attribué des pouvoirs qu'elle n'a pas d'après la loi. Avec l'identité israélienne. Je vous explique le rapport. On parle de la loi qui a été proposée récemment, de la loi qui définit Israël comme État-nation du peuple juif. Pourquoi cette loi ? Je vous explique. Parce que l'activisme juridique de la Cour suprême depuis ces 20 dernières années est utilisé par de nombreuses organisations antisionistes pour faire démanteler toutes les lois et décisions gouvernementales qui ont trait à l'aspect juif de l'État d'Israël. Il y a à cela plusieurs exemples. Et le but de cette loi, c'est de donner une force constitutionnelle à la déclaration d'indépendance qu'il ne l'a pas depuis un arrêt de la Cour suprême de 1948 qui s'appelle Zivre contre Governik, qui a déclaré à l'époque que la déclaration d'indépendance n'avait pas de valeur constitutionnelle. La plupart des pays européens que j'ai rappelés se définissent dans leur constitution comme des États-nations. C'est vrai de la majorité des pays de l'Union européenne. Leur constitution les définit comme un État-nation. Il faut qu'on soit honnête les uns avec les autres. Je voudrais qu'Amir Badran intervienne d'abord. C'est tellement bien dit, mais alors j'avoue que ça n'a rien à voir avec la réalité, quoi. Écoutez, on peut parler de l'aspect juridique, on peut parler de l'ADN de la société israélienne qui est très complexe, on peut toujours être optimiste, je suis d'accord avec tout ça, mais il faut parler de la réalité. C'est ça, c'est ce qu'on va évoquer. Il faut parler évoquer de ce qui se passe dans la rue, il faut parler de ce qui se passe dans les villes mixtes, il faut parler dans ce qui est en train de se passer à Jérusalem, mais pas uniquement à Jérusalem, mais un peu partout ailleurs, et il faut être honnête pour dire qu'on a du mal à parler de coexistence depuis certaines années, ici, à l'intérieur de l'État d'Israël, entre arabes, que ce soit musulmans ou chrétiens, et juifs. On peut plutôt parler de cohabitation, c'est-à-dire que les deux peuples ou les trois religions arrivent à habiter l'un à côté de l'autre, mais sans vraiment que les juifs savent grand-chose sur ce qui est en train de se passer chez leurs voisins. C'est-à-dire, quand on parle chez les Arabes, on ne connaît pas leur culture, on ne connaît pas assez leur langue, on ne connaît pas assez les fêtes et les coutumes. Et ça cause un vrai problème. On peut trouver de la coexistence. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais il existe au niveau individuel, c'est-à-dire en des cas spéciaux. Et c'est ça où le problème, c'est-à-dire on n'arrive pas à la trouver au niveau du groupe. Quand on parle de la politique menée depuis certaines années, et on sait que les gouvernements deviennent en Israël de plus en plus de droite politiquement,
on trouve ce phénomène de racisme, on trouve ce phénomène de haine envers les minorités qui ne sont pas juives. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on le trouve? On le trouve sous forme de lois qui sont en train d'essayer de faire passer depuis quelques temps. Récemment, l'État d'Israël, la proposition de loi pour que l'État d'Israël soit un État-nation pour le peuple juif. Donc ça, pour vous, c'est une loi raciste? Bien sûr. Non, pas pour moi. Attendez. Il ne s'agit pas de ce que moi je pense. Il s'agit de ce que pense le monde entier, c'est-à-dire la communauté internationale. Et puis même avant de parler de la communauté internationale, il s'agit bien de voir ce qu'est en train de dire le gouvernement israélien même au sein de la coalition de ses ministres qui disent à chaque plateau haut et fort qu'il s'agit d'une loi qui va en fait faire encore plus mal aux Israéliens qu'elle va faire du bien, qu'elle est plus raciste qu'autre chose. Qui a dit cela? Qui a dit raciste? Ministre, mais Tzipi Livni a dit ça. Elle a dit que la loi était raciste? Tzipi Livni a... Est-ce que Tzipi Livni a dit que cette loi était raciste? Elle n'a pas employé ce terme. Ah, parce que vous l'avez employé. Je ne vois pas l'intérêt de ce projet de loi. Il faut être honnête avec ça. Il faut parler aussi de ce qu'on parle, de ce qu'a dit Weinstein. Je vous redonne la parole après. Ophir Bronstein, un mot sur cette loi. Ce projet de loi remet en question même les fondements même de la création de l'État d'Israël. Le docteur Navon l'a dit tout à l'heure. Il y a une déclaration d'indépendance de l'État d'Israël qui préconise que Israël et tous les citoyens israéliens seront traités d'une façon égale. Débattre, c'est remettre en question cette déclaration de l'indépendance. Est-ce que pour vous c'est une loi raciste ou pas? Est-ce que vous considérez qu'Israël perd son caractère de démocratie en adoptant cette loi? Il y a malheureusement des mouvements très racistes en Israël. On l'a vu avant-hier dans cette école de Jérusalem. C'est absolument inacceptable. J'ai vu hier sur Facebook comment on décrit la ministre de la Justice, comment on décrit le patron de la police israélienne, comment on portrait des membres... Vous parlez de ces uniformes nazis qui ont été ajoutés aux photos, etc. Ça me rappelle une période très triste qui était celle délétère et dangereuse d'avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Donc on est sur une pente qui est dangereuse et c'est pour ça que je m'inquiète. Remettre en question la coexistence entre juifs et arabes en Israël, c'est dangereux. Ce qu'il faut, c'est la renforcer. Elle s'est énormément affaiblie ces dernières années, pour des raisons diverses et variées, pas uniquement à cause des juifs. Les arabes aussi se sont retranchés sur eux-mêmes. Moi je me rappelle que dans les années 50 et 60 et 70, les partis dits sionistes, c'était des partis où la présence arabe était importante. Aujourd'hui, chacun est dans son clan, chacun est dans sa tribu, et c'est dommage, et c'est dangereux. Il faut se rapprocher, il faut se battre pour un rapprochement. On fait tout aujourd'hui pour s'éloigner, pour créer des schismes, pour créer des cassures. C'est très, très dangereux. Je suis inquiet. Ouais. Emmanuel Navon, est-ce que vous avez l'impression qu'on prend la direction aujourd'hui, justement, d'une cassure très nette entre les communautés en Israël, ce qui peut-être renforce la solution de ceux qui disent qu'il faut une séparation, finalement, deux États vraiment séparés? Je crois qu'il y a une confusion je crois qu'il y a là une confusion dans la mesure où il ne faut pas confondre les dérapages qui existent, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, et traduire cela de dire que c'est une tendance générale. Il y a des dérapages, oui, sur les réseaux sociaux, des deux côtés. Est-ce que cela signifie qu'il y a une radicalisation de la société dans son ensemble? Je ne pense pas. Ce sont deux phénomènes qu'il faut distinguer. Maintenant, il est vrai, on ne peut pas le nier, qu'avec l'échec de la tentative du processus d'Oslo et le fait qu'on ne parvient pas à arriver à une solution négociée, en particulier, et ça il faut bien le dire, parce que l'OLP refuse de transiger sur ce soi-disant droit au retour qui est incompatible. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Je sais que ça vous dérange parce que vous avez passé 35 ans de votre vie à perdre votre temps avec ce projet. Mais je comprends. Consacrer toute ma vie. Oui, mais je comprends que vous soyez frustré d'avoir gâché votre vie. Je n'ai pas gâché ma vie. La réalité. Vouloir la paix avec ses voisins, oui, mais eux ne veulent pas la paix avec vous. Mais vous avez tort. Oui, je sais que vous avez tort. Bien sûr, parce que Abou Mazen, le président de l'autorité palestinienne, qui est de Tzfat, qui est du nord d'Israël, l'a déjà déclaré il y a encore quelques mois. Je n'ai pas l'intention de revenir à Tzfat. Et il a également dit qu'il n'avait pas le droit d'abandonner ce soi-disant droit au retour pour 5 millions de Palestiniens. Ça, c'est la phrase qu'il a rajoutée après. Que lui, le droit de retour, en Israël. Mais non. Ah bon. Mais lui-même l'a dit. Mahmoud Abbas l'a déclaré. Mahmoud Abbas n'a jamais parlé du droit de retour des Palestiniens vers Israël. C'est vous qui mentez. Non. C'est vous qui avez raconté. Alors Mahmoud Abbas est le meilleur partenaire qu'Israël peut avoir aujourd'hui. Je sais que vous fantasmez. Je sais que dans vos fantasmes. le débat au conflit
israélo-palestinien. C'est un débat sur l'identité de notre sur société. l'identité qui est liée au conflit, dans la mesure où du côté, bien entendu que c'est lié, bien entendu que c'est lié. Les deux sont liés. Et je pense que quand vous parlez, je ne parle pas d'une radicalisation, mais je pense qu'effectivement, il y a, on peut le dire, effectivement, une certaine droitisation de la société israélienne. Et qui a contribué le plus à cela ? C'est Mahmoud Abbas, c'est Abbas aujourd'hui, c'est Arafat hier. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un accord de paix, ils le rejettent en disant on n'abandonnera jamais le droit au retour, on ne reconnaîtra jamais. Donc les Israéliens, contrairement à Bronstein, eux comprennent la réalité et savent qu'on s'est fait berner. Donc eux, effectivement... rencontré Abbas, c'était quand ? Je n'ai pas rencontré, je n'ai aucune intention de rencontrer. Mais j'entends, oui, tous les jours. Et contrairement à vous qui habitez à Paris, moi je vis avec eux, je fais mes courses avec eux tous les vendredis. Je vais chez eux et eux vont chez moi. Ça, c'est là la véritable cohabitation. C'est pas que ce que vous faites vous à Paris. C'est ça qu'il faut renforcer. Absolument. Et les organisations auxquelles vous participez à Paris, qui financent le conflit ici, c'est eux qui nous font des problèmes. Ces soi-disant ONG, ces ONG financées par les gouvernements locaux qui viennent. Non, vous incitez à la haine des organisations soi-disant gouvernementales qui mettent de l'huile sur le feu. On entend parler que le président Mahmoud Abbas est en train de mener la politique interne israélienne. C'est quelque chose de nouveau. De droitiser, tout à fait. Il contribue. J'ai jamais entendu une proposition de loi israélienne, palestinienne israélienne au sein du Parlement israélien. Mais ce que j'ai bien vu et ce qu'on est en train de voir, et c'est triste de le voir dans la société israélienne, c'est par exemple ce que les cris de haine et de racisme qu'on trouve à Jérusalem contre les Arabes, à mort les Arabes, ne pas embaucher des Arabes, qu'on a l'incendie où on a mis le feu à une classe, à un institut qui est bilingue en fait, vous ne rappelez pas le massacre à la hache de la synagogue de Jérusalem qui a eu lieu avant ces appels dont vous parlez? Ça, vous avez oblitéré cela. Qu'un soldat israélien, j'ai pas oublié Baruch Goldstein qui a tué 29 Palestiniens. Et il a été condamné par toute la société israélienne, contrairement à ce meurtre dont vous parlez qui a été encouragé par le massacre de la synagogue. Attendez, pas tous en même temps, si vous voulez. Monsieur Nabon, dans le massacre de la synagogue, n'oubliez pas qu'un soldat israélien arabe, musulman, a perdu sa vie. C'est tout à son honneur. Il faut le rappeler. Et c'est pour ça qu'il a droit à la citoyenneté, à la seconde citoyenneté aujourd'hui, parce que les Druzes sont pas égaux aux Juifs, puisqu'ils ne sont pas Juifs. Pourquoi pas égaux? Parce que la proposition de loi qui est menée aujourd'hui fait en sorte que tous ceux qui vivent ici... Vous pouvez citer l'article dont vous parlez qui fait en sorte... Allez-y, on vous écoute. Allez-y, vous ne pouvez pas affirmer des choses sans les prouver. L'article numéro 9, écoutez, allez-y. La langue officielle israélienne. Vous ne pouvez pas le nier. Non, je vous demande de citer l'article. Vous ne pouvez pas le nier. Vous n'avez pas l'article non plus là-dessus. Moi, je l'avais sur moi. Moi, je l'avais sur moi et je l'ai lu dans votre studio arabe. Et quand je l'ai lu, vous savez ce qu'on m'avait dit, un collègue à vous? Vous savez, c'est pas le dernier texte. Ce texte-là va être ratifié. Est-ce que vous pouvez nous le lire? Alors je vous dis, le texte dit qu'on va essayer... Il n'y a pas un seul texte pour le moment. Il n'y a pas d'être piégé. Il y a 4 textes qui Monsieur sont valables. Il y a 4 textes qui sont valables. C'est exactement que le terme d'égalité avec le reste des minorités n'existe pas dans la proposition de loi. Elle n'existe pas. Laquelle proposition? Laquelle? Vous n'habitez pas là ici. Attendez, laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez dit qu'il y en a plusieurs. C'est pas lui qui vit à Paris, c'est vous. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs versions, donc je vous demande de les citer. Alors citez-les, dites-nous quel est l'article en question. On va se mettre d'accord sur le texte tout de suite. De toute façon, il n'a pas été voté encore. Je voudrais qu'on écoute des réactions justement dans les rues aujourd'hui à propos de cette coexistence. Est-ce que la population israélienne s'est droitisée ou pas, comme on le dit? Parce que c'est pas que le gouvernement, finalement, il y a aussi des électeurs derrière tout cela. Écoutez quelques réactions justement recueillies aujourd'hui à propos de cette coexistence juif-arabe en Israël. Je suis pour la coexistence et je crois que ça peut marcher, mais ça dépend d'un certain nombre de responsables qui nous donnent les moyens d'y parvenir, que nous, citoyens, puissions profiter de cette belle chose qu'on appelle la coexistence. Évidemment que je suis pour. Ne vit-on pas déjà ensemble? À Jaffa, c'est le cas. À Nazareth, à Saint-Jean-d'Acre. À Jaffa, Dieu merci, il y a une coexistence. À côté de chez moi, il y a une synagogue. Et chaque Shabbat, je m'y rends pour allumer la lumière. Entre nous, vous savez, il y a beaucoup de respect. Je pense que la coexistence peut fonctionner partout. Mais ça dépend des gens, évidemment. Moi, je vis à Haïfa et la coexistence peut vraiment fonctionner. Je ne crois pas que ça concerne uniquement les Juifs et les Arabes.
La coexistence existe de manière générale dans la société israélienne, si chacun respecte l'autre, son espace. Alors là, on est à Jaffa, à Yafo, qui est un exemple, on va dire, de coexistence. Mais il faut bien reconnaître quand même, Ophir Brochen, que ce n'est pas le cas partout en Israël aujourd'hui. On ne peut pas généraliser ce qu'on voit là. Où est-ce qu'on devrait? Pas partout, il y a des communautés mixtes qui vivent. Il y a certaines villes où il n'y a que des Arabes, d'autres villes où il n'y a que des Juifs. Heureusement qu'il y a encore ces îlots de coexistence comme Jaffa, comme Haïfa, comme Akko et d'autres. Et il faut les préserver. Ce tissu très fragile d'une société qui est jeune. 66 ans, c'est une jeune société. Mais ce qui fait sa beauté, c'est justement cet effort depuis sa création de créer des liens entre les différentes communautés, pas seulement les communautés religieuses. On a réussi dans certains milieux. Ces derniers temps, il y a une dégradation. Ce que je voudrais, je ne suis pas un homme de droite, ce qui me dérange, c'est que quand on parle de racisme, on parle d'une droitisation de la société israélienne. Il n'y a pas que des gens de droite qui sont racistes à l'intérieur de la société israélienne. Il faut être très vigilant. Moi, je connais des gens de gauche qui ont aussi une attitude très raciste envers les Arabes, envers les séfarades, et qui le sont aussi. Donc ce n'est pas un clivage gauche-droite. Ce que je regrette, et ces gens-là que vous avez interviewés aujourd'hui sont la réalité israélienne, c'est les politiques qui sont en train d'empoisonner cette volonté de la petite personne de continuer à vivre ensemble. C'est vrai que le conflit israélo-palestinien a un impact qui n'est pas toujours sain sur la société israélienne. Mais n'oublions pas que les Arabes ou les Palestiniens israéliens ont toujours été fidèles à l'État d'Israël. Le nombre d'Arabes d'origine d'Arabes israéliens qui ont trahi l'État d'Israël est minime, il est infime. Donc ne les poussons pas à radicaliser leur position. Ce sont des Israéliens à part entière comme moi. Je ne connais pas un seul projet de loi, j'en connais plusieurs. Et j'espère qu'aucun d'entre eux ne sera voté, parce que c'est une remise en question de la déclaration de l'indépendance d'Israël. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Mais je vais vous dire, mais je vais vous dire ce que j'ai lu dans les déclarations. Non, par exemple, les propositions de loi, vous les avez lues? Navon, je vais vous dire. D'accord. Moi, ce qui me gêne, par exemple, c'est par rapport à la langue arabe. J'ai toujours été fier en tant qu'Israélien qui a vécu à Yafo, de savoir que la langue arabe est la deuxième langue nationale de l'État d'Israël. On n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, il y en a qui remettent en question. La politique. Aujourd'hui, il y en a qui remettent en question, dans certains de ces textes, le fait que la langue arabe ne sera pas la deuxième langue, la langue officielle de l'État d'Israël. Et l'égalité aussi. Elle n'a pas besoin de l'égalité. Bien sûr que ça va être dans les autres domaines. Vous savez, le fait qu'aujourd'hui, dans la haute cour de justice que vous remettez en question, mais ça c'est un autre débat. Je ne remets pas en question la haute cour de justice. Je dis qu'il y a une dérive, c'est mais oui, mais moi une des dérives qui m'inquiète dans l'activisme. Moi je vais vous dire ce qui m'inquiète dans la haute cour de justice israélienne, c'est qu'il y a une place pour un juge arabe et qu'il y a une place pour un juge séfarade. Alors que moi j'aurais voulu qu'on se pose même pas la question qui sont les juges qui se trouvent dans la plus grande juridiction de l'État d'Israël. Je ne veux pas qu'on garde une place pour un séfarade. Je ne veux pas qu'on garde une place pour un arabe. Je veux que le meilleur y soit. Donc il faut qu'on remette en question, nous, dans la société israélienne, les problèmes profonds de la société israélienne. Donc vous êtes pour avoir un débat? Moi je suis pour avoir un débat. Vous êtes contre avoir un débat? Non, sur la coexistence juif et arabe, je ne veux pas de débat. Elle est dans l'ADN de l'État d'Israël, il ne faut pas la remettre en question. Il ne faut pas la remettre en question. Personne ne ça remet nous met en en question. danger. Il y a des dérives politiques qui sont dangereux. Il y a des pyromanes politiques aujourd'hui. D'ailleurs, le maire d'Ashkelon, il y a à peine 3-4 jours, qui dit, il sort solennellement en disant, voilà, on ne veut pas qu'il y ait des Arabes qui viennent travailler ici. La réaction a été que le ministre Uri Ariel disait que c'est très bien ce qu'il disait. Vous avez une description très sélective de la réalité, parce que la majeure partie de la société israélienne l'a condamné. Donc vous êtes sélectif. C'est une triste réalité. Vous êtes sélectif. On reconnaissait que le Premier ministre a immédiatement condamné. Bien sûr. D'ailleurs, le président Rivlin a aussi condamné. Ça, vous n'en parlez pas. A aussi condamné cette proposition de loi contre l'État-nation, alors que vous n'avez rien dit là-dessus. Alors même le président israélien n'est pas d'accord avec cette proposition de loi et vous pensez qu'elle est bien. Donc j'ai pas le droit d'avoir ma propre opinion. Non, c'est pas ça. Parce que le président de l'État a donné son opinion et tout le monde doit s'aligner à son opinion. Alors le ministre de la Justice n'est pas d'accord avec cette loi. Le président israélien n'est pas d'accord avec la loi. L'ex-président n'est pas d'accord avec la loi. Le conseiller juridique n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde doit être au sein de la coalition, je comprends pas votre la majorité n'est pas d'accord avec ça. Et vous pensez que c'est une bonne loi? Oui, je pense que c'est une bonne loi parce que j'ai le droit d'avoir ma propre opinion. C'est pas parce que Robbie Rivlin et des fortes personnalités sont et la communauté internationale non plus. Vous parlez au nom de 7 milliards d'individus maintenant. La communauté internationale, vous pensez que ça les intéresse en Russie, à Paris, aux États-Unis?
pensez que la politique de l'autruche qui est menée par l'État d'Israël, c'est ça ce qui va arriver à... Je pense pas que c'est une question d'autruche. Je pense que là, il y a un débat qui doit être mené. Vous voyez bien qu'il n'a pas lieu, puisque chacun lance des slogans. C'est pas des slogans. Et je pense que lorsque la déclaration Quand on parle d'Ashkelon, c'est pas un slogan. Oui, quand on parle de Jérusalem, cela a été rejeté, comme vous le savez. L'attaque, c'est pas un slogan. Quand on parle de Bitounia, quand on parle de Bitounia, que les gardes de frontières ont abattu 2 Palestiniens, c'est pas. Vous avez cité l'exemple du maire d'Ashkelon. Vous n'avez uniquement cité un ministre qui n'a pas remis en cause, alors que la totalité quasiment de la classe politique la critique. Et cela, vous n'en parlez pas. Maintenant, pour revenir encore une fois... Mais là encore, le fait a été fait. Ça a été dit pendant toute une journée. Et ça a été condamné. Et ça a été condamné. Ce que je veux dire par là, c'est que la société israélienne est diverse. Écoutez, c'est pas les paroles dont on a besoin. On a besoin des faits. C'est pas les paroles de condamner ou ne pas condamner. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les Arabes qui sont les femmes qui sont religieuses, qui portent un voile sur la tête, elles ont peur de partir en dehors de Jaffa. Elles ont peur de partir à Tel Aviv. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des juifs qui leur coupent la tête comme dans la synagogue? Ah vraiment? Ah bien sûr. Est-ce qu'on les tranche avec des machettes comme dans la synagogue de Arnof la semaine dernière? Est-ce qu'elles sont menacées de se faire assassiner par des machettes? Quand vous avez quelqu'un comme Kahana qui parle des Arabes, je vous parle des faits, donnez-moi des faits. Je parle de faits de Baruch Goldstein qui a massacré 28... Ça c'était il y a 20 ans, ça a été condamné complètement dans la société israélienne. Ça a été un cas. Excusez-moi, il y a eu un cas alors que, excusez-moi, le meurtre... Non, en 2005 ici à Jaffa, l'église à Jaffa, après le meurtre de la synagogue de Arnof la semaine dernière, après le meurtre de la synagogue de Arnof la semaine dernière, la société palestinienne a fêté cela en distribuant des friandises, en fêtant cela, c'est dans tous les médias palestiniens, c'est sur Facebook. Donc oui, vous avez un super partenaire qui s'appelle Mahmoud Abbas. Saisissez l'occasion, c'est le moment ou jamais. Assez de dire à chaque fois quand ça plaît au côté israélien que Abou Mazen n'est pas un partenaire, et puis après quand vous avez besoin de lui, il devient un partenaire. Vous changez de sujet parce que les faits que je suis en train de rappeler vous dérangent, et maintenant vous changez encore de sujet. Un mot pour terminer. Quand les tensions entre juifs et arabes en Israël, je ne parle pas d'Israéliens, de Palestiniens, et ça a commencé par le fait qu'un jeune à Kfar Kana a été tué par la police. Et que c'est ça qui a créé le début des tensions intercommunautaires à l'intérieur de l'Israël. C'est la seule raison. Tirer dans le dos. Moi, ce que je déplore, c'est cette comptabilité macabre. On va pas c'est pas une comptabilité, non, c'est pas une comptabilité, non. Au massacre de la synagogue qui est parce qu'il y a une différence condamnable. Non, mais je ne fais pas une comptabilité. Je dis qu'il y a une différence entre tuer des gens à la machette. Comment faire pour arriver à la paix? Comment faire? C'est ça qu'il faut parler. Il faut faire, non pas uniquement parler. Il faut commencer par dire la vérité. C'est ça la condition. En tout cas, il y a du travail. Merci Ofer Bronstein, merci Emmanuel Navon, merci Amir Badran. Suite du Grand Direct dans un instant. Merci à vous. L'incendie de l'école bilingue judéo-arabe de Jérusalem. 2 adolescents de 14 ans sont actuellement interrogés par la police, soupçonnés d'être les auteurs des slogans racistes retrouvés sur place. Un rapprochement Turquie-Russie sur fond de crise au Moyen-Orient et d'incertitude économique pour la Russie. Signature tout à l'heure d'un gros contrat de vente de gaz par Poutine et Erdogan. Hong Kong, le pouvoir choisit la manière forte pour déloger les manifestants. Intervention musclée des forces de l'ordre et menaces envers les meneurs pro-démocratie. La crise que traverse le Moyen-Orient est donc peut-être en train de recomposer le paysage géopolitique. On assiste ainsi à des rapprochements plus spectaculaire que prévu. L'Iran, l'Égypte, on en a apporté la preuve récemment, mais aujourd'hui c'est peut-être la Turquie, membre de l'OTAN, qui se rapproche très près de la Russie. Le président Erdogan accueille depuis aujourd'hui le président russe, Poutine, 2 pays qui veulent aplanir leurs divergences et repartir sur de nouvelles bases, notamment économiques. Leslie Rezoug. Une courte visite aux enjeux majeurs. Ce lundi, le président russe Vladimir Poutine est en Turquie pour rencontrer son homologue Recep Tayyip Erdogan. Un accueil en grande pompe et un seul objectif, éviter les sujets qui fâchent et notamment les dissensions diplomatiques sur les crises en Syrie et en Ukraine. Un peu plus tôt ce lundi, les ministres des Affaires étrangères des 2 pays s'étaient entretenus sur ces sujets car Moscou soutient Bachar el-Assad tandis qu'Ankara fait tout pour accélérer le départ du dictateur syrien. La Turquie a par ailleurs condamné l'annexion de la Crimée par la Russie. Des divergences de vues qui devraient pourtant être étouffées, car les 2 pays ont un seul souhait, consolider leur alliance commerciale.
Dans l'après-midi, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, accompagnés d'une importante délégation, ont officiellement signé des accords de coopération. Ils concernent notamment l'énergie et le renforcement des relations commerciales. Ankara devrait notamment obtenir un rabais sur les importations de gaz russe qui représente 60% de son stock. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement islamo-conservateur turc a également demandé à Moscou une augmentation de ses livraisons de gaz. Le géant russe Gazprom a annoncé qu'il allait fournir 30 milliards de mètres cubes cette année, contre 26 milliards l'année passée. Le montant des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 32 milliards de dollars en 2013. L'objectif pour cette année est de tripler ce chiffre. D'importants enjeux, mais Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan partagent plus que des arrangements financiers. Les deux présidents partagent un certain nombre de vues, des dérives autoritaires, un musellement de l'opposition et un goût sans borne pour le pouvoir. Et pendant ce temps-là, la monnaie russe, le rouble, a connu aujourd'hui sa pire chute sur les marchés financiers depuis 1998. 9% de dégringolade par rapport à l'euro et au dollar, chute liée à la baisse du cours du pétrole et surtout à l'affaiblissement général de l'économie russe. L'Ukraine, justement, et de nouveaux combats qui ont éclaté, très violents près de l'aéroport de Donetsk, aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine, un territoire que se disputent les pro-russes et l'armée ukrainienne. 3 soldats ukrainiens ont été tués, 14 autres ont été blessés. L'armée ukrainienne annonce qu'elle va devoir dépêcher des renforts sur place. Eh bien, nous évoquons ce qui s'est passé en Cisjordanie aujourd'hui. Une Palestinienne qui a tenté de poignarder un soldat. Ça se passe dans le Gush Etzion, donc en Cisjordanie. Elle a ensuite été grièvement blessée par balle par d'autres soldats. Ce week-end, une autre Palestinienne avait été interceptée avec un couteau à Hebron. Maxime Pérez. Nouvel incident sécuritaire au carrefour du Gush Etzion en Cisjordanie. Il est 11h du matin quand une Palestinienne tente de poignarder un soldat israélien en faction. Son attaque avorte, l'assaillante est immédiatement repérée, puis neutralisée par une patrouille. On nous a alerté qu'un homme avait été poignardé au cou, mais il n'a été que légèrement atteint et a pu s'extirper des lieux. En arrivant, nous avons retrouvé une femme de 20 ans touchée par balle. Je ne sais pas par qui. En tout cas, nous l'avons soignée sur place avec des infirmiers de l'armée israélienne. La jeune Palestinienne est atteinte de 3 balles. Grièvement blessée, elle est transportée en ambulance vers l'hôpital Hadassah de Jérusalem, où depuis, son état est qualifié de stable par les médecins. Amal Takakta, 20 ans, est originaire d'un village proche de Bethléem. Elle serait connue des services de sécurité israéliens pour son appartenance au Fatah et aurait même déjà fait l'objet d'une enquête. Cette tentative d'attentat s'est déroulée à quelques mètres d'une attaque à la voiture bélier et au couteau, qui le mois dernier avait coûté la vie à une Israélienne et fait 2 autres blessés. C'est aussi près de ce même carrefour du Gush Etzion, quelques jours plus tard, que 3 soldats israéliens avaient été renversés par un chauffeur palestinien en pleine nuit. Cet important axe routier de Cisjordanie reste aussi connu pour avoir été le lieu du rapt de 3 jeunes adolescents israéliens le 12 juin dernier. Ils avaient été assassinés par 2 Palestiniens membres du Hamas. On va évoquer la situation politique en Israël, ce qui est lié évidemment puisqu'il y a ce projet de loi qui tient à cœur du Premier ministre Benjamin Netanyahou sur l'État-nation du peuple juif, projet que rejette une grande partie de sa majorité, ce qui suscite donc une crise politique. On sait qu'il va y avoir ce soir, et on ira à la Knesset dans un instant, une réunion présentée comme de la dernière chance entre Netanyahou et Yair Lapid, l'un de ses principaux ministres. Dror Even-Sapir, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique sur I24 News. Alors avant d'écouter la réaction de Tzipi Livni aujourd'hui, je voudrais qu'on voit avec vous justement ce qu'il faut attendre de ce rendez-vous. Est-ce que c'est vraiment celui de la dernière chance avant la rupture et les nouvelles élections? En tout cas, il est présenté comme ça, un petit peu partout, par les observateurs de la vie politique et aussi par les principaux protagonistes. En tout cas, dans l'entourage de Benjamin Netanyahou et dans celui de Yair Lapid, on présente effectivement cette rencontre comme étant celle de la dernière chance, qui tout double. Est-ce que l'on pourra, au cours de cette rencontre, calmer les esprits et partir sur de nouvelles bases ou, et c'est plus probable, Jean-Charles, est-ce que l'on se dirige vers un choc inévitable, une rupture inévitable entre Benjamin Netanyahou et son principal partenaire au sein de la coalition, parce qu'il faut le rappeler, Yair Lapid, il n'est pas seulement ministre des Finances, il est également chef de parti. C'est d'ailleurs une situation presque inédite en Israël, un ministre des Finances qui est également chef de parti
c'est peut-être la porte ouverte à ce genre de crise autour de la coalition, à l'intérieur même de la coalition, lorsque le ministre des Finances dirige un parti qui est en concurrence en fait avec le parti au pouvoir, avec le parti du Premier ministre. Qu'est-ce que vont se dire ces deux hommes tout à l'heure à 21h heure israélienne lorsqu'ils vont se rencontrer? Et ce sera leur première rencontre depuis un mois tout de même. Ils se sont déjà rencontrés bien évidemment en réunion gouvernementale, en Conseil des ministres, mais ils n'ont jamais véritablement, au cours de ces dernières semaines de tension, échangé plus d'une phrase. Donc ce sera un petit peu le moment de vérité, encore une fois. Benjamin Netanyahou va demander à Yair Lapid une période de calme, un engagement à ce que Yair Lapid et ses ministres, et également Tzipi Livni, cessent ce que Benjamin Netanyahou lui-même appelle les manigances, les complots, les invectives quasiment quotidiennes. Et puis de son côté, Yair Lapid va demander à Benjamin Netanyahou à ce qu'il s'engage à soutenir le budget tel qu'il a été élaboré et voté par le gouvernement, le budget de l'État, et également ce qui est un petit peu le cheval de bataille en fait de Yair Lapid, ce projet sur la TVA à zéro, l'annulation de la TVA pour les jeunes couples qui achètent pour la première fois un appartement. C'est le principal cheval de bataille de Yair Lapid, et il se pourrait que Benjamin Netanyahou exige au contraire une modification de cette loi. Donc vous voyez, on parlait il y a une semaine et ces derniers jours, de cette fameuse loi sur la nationalité, loi fondamentale pour ancrer dans une loi fondamentale le caractère juif de l'État. Eh bien, on a l'impression que c'est plus cela qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est plus des questions liées au budget de l'État, encore une fois, mais toutes ces questions de la vie générale, elles peuvent trouver une réponse qui peut satisfaire chacun des deux protagonistes. Le problème n'est ni véritablement les questions, ne sont ni véritablement les questions budgétaires, ni véritablement la question sur cette loi fondamentale sur le caractère juif de l'État. Le problème, c'est le manque de confiance absolue qui règne entre Benjamin Netanyahou et Yair Lapid. C'est cela qui risque de provoquer des élections anticipées aussitôt qu'au printemps prochain. Alors on va écouter la réaction d'un des autres, on va dire, membres importants de ce gouvernement qui bat de l'aile. Il s'agit de Tzipi Livni, la ministre de la Justice, qui était à la Knesset aujourd'hui et qui évoque cette crise politique justement interrogée par Mathias Hilbar. Personne ne sait. Je vais avoir un entretien avec le Premier ministre Netanyahou et nous verrons. Mais il n'y a que deux options. Comme l'a dit le Premier ministre, l'une est de tenir des élections et de donner aux Israéliens la possibilité de choisir entre deux points de vue totalement différents, entre deux directions opposées pour le futur de l'État d'Israël. Et l'autre option est de rester unis. Mais cela ne sera pas possible tant que les législations extrémistes qui, selon nous, changent la nature du judaïsme ne seront pas mises de côté. Alors voilà donc pour cette réaction de Tzipi Livni par rapport à justement ce projet de loi qui suscite tant de discorde dans Reven Sapir. Oui, effectivement. Tzipi Livni ne quittera pas le gouvernement si Yair Lapid n'en fait pas autant. Tzipi Livni, c'est 6 sièges avec son parti Atnoa, qui est un tout petit parti. Yair Lapid, c'est 19 sièges. C'est un autre ordre de grandeur. Et ces deux responsables politiques sont en quelque sorte dans le même bateau. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'aux prochaines élections, ils se présentent sur la même liste, ce qui n'était pas le cas aux élections précédentes. Oui, cette loi sur le caractère fondamental, cette loi fondamentale sur le caractère juif de l'État, elle crée une ligne de démarcation très nette entre la droite et le centre au sein même du gouvernement. De la même manière, les questions budgétaires entre Yair Lapid et Benjamin Netanyahou, on en a parlé, mais encore une fois, ce qui est déterminant, c'est le manque de confiance entre Netanyahou et Lapid. Netanyahou suspecte Lapid d'avoir cherché à créer une coalition alternative, un autre gouvernement, un gouvernement qui aurait été dirigé par Yair Lapid dans cette même législature, donc contourner un petit peu, en quelque sorte, Benjamin Netanyahou. C'était peu probable, mais c'était une suspicion qui était réelle dans l'esprit de Benjamin Netanyahou. Donc on va peut-être vers des élections anticipées à cause de ce problème, de ce manque de confiance entre les deux leaders, alors qu'aucun des deux, véritablement, n'y a vraiment intérêt, Jean-Charles, parce que si on observe à la loupe les sondages, et si on observe, vous savez, ce qui est intéressant dans les sondages, c'est pas tant le sondage à un moment X, c'est l'évolution, les grandes tendances. Or, la grande tendance, eh bien, on constate une érosion de la popularité de Benjamin Netanyahou, on constate une stagnation du Likoud, qui reste le premier parti dans les sondages, mais une stagnation tout de même, et on constate également, et là c'est clair, une baisse très nette du soutien pour Yair Lapid et pour son parti, le parti Yesh Atid. Donc,
ni Netanyahou ni Lapid n'ont intérêt à des élections dans les mois qui viennent, mais la dynamique est telle qu'on va effectivement probablement vers des élections au printemps prochain. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. On suit évidemment ce feuilleton donc, de possibles élections anticipées en Israël avec vous dans le Grand Direct chaque soir. C'est demain que les députés français vont se prononcer lors d'un vote solennel sur la reconnaissance de l'État palestinien. Résolution symbolique, mais qui marque une étape importante vu le rang qu'occupe la France parmi les nations européennes, et même si ce vote ne sera pas unanime au sein de l'Assemblée. Julia Ganancia. Le vote a beau être symbolique, il pourrait devenir historique. Mardi, les députés votent pour une reconnaissance de la Palestine. Vendredi 28 novembre, la session de l'Assemblée nationale était consacrée à cette question. Pour la première fois, les députés ont débattu de la proposition du groupe socialiste devant un parterre clairsemé. Cette résolution dit une seule chose. Deux peuples vivent dos à dos et doivent apprendre à vivre côte à côte. Ce texte est un appel qui s'inspire de celui qu'a lancé François Mitterrand à la tribune de la Knesset en mars 1982. Un appel pour que les deux peuples, israéliens et palestiniens, retrouvent, selon les mots de François Mitterrand, chacun l'irréductible droit de vivre. Très vite, les députés se sont livrés à une véritable guerre des mots, droite contre gauche. Ils ont enchaîné les déclarations et le débat est devenu houleux. À droite, Christian Estrosi, Meyer Habib et Pierre Lelouch se sont exprimés. Tous craignent deux conséquences, le renforcement du terrorisme et l'importation du conflit en France. Au pire, la reconnaissance vaudrait indirectement reconnaissance du terrorisme, terrorisme que nous combattons partout ailleurs, au Sahel, au Mali et en Irak. Du côté des non-inscrits, les élus FN sont partagés. Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard ont exprimé des positions contraires, même si la ligne officielle du parti est favorable à la reconnaissance de l'État palestinien. Si vous reconnaissez aujourd'hui l'État de Palestine à travers votre résolution, vous embrassez le Hamas. L'adoption de ce texte ne vaudra pas reconnaissance de l'État palestinien par la France, purement symbolique. Ces résolutions sont non contraignantes pour le gouvernement qui se réserve de choisir le moment opportun pour procéder à la reconnaissance. Mais le ministre des Affaires étrangères y semble déterminé. Si cette tentative ultime de solution négociée n'aboutit pas, alors il faudra que la France prenne ses responsabilités en reconnaissant sans délai l'État de Palestine, et nous y sommes prêts. Près de l'Assemblée nationale, 150 manifestants pro-israéliens s'étaient rassemblés à l'appel d'une dizaine d'associations en début d'après-midi. Drapeaux israéliens noués autour du cou, certains arboraient des pancartes hostiles au vote de la résolution. En début de soirée, autre manifestation, cette fois pro-palestinienne, dans le 1er arrondissement de Paris. Ils étaient une centaine à avoir répondu à l'appel du Parti communiste, de syndicats et d'associations de soutien à la cause palestinienne. D'autres manifestations sont prévues mardi. Le vote solennel est un scrutin public. La position de chaque député sera donc connue. Le texte devrait être adopté, mais sans le soutien de la majorité. Et le Sénat examinera un texte identique le 11 décembre. Voilà, on vous propose dans une quinzaine de minutes sur i24 News un plateau exceptionnel pour débattre justement de ce vote demain par la France avec en direct de Paris Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et ici Nissim Zvili, ancien ambassadeur d'Israël en France. Le Nigeria et la ville de Maïdougouri de nouveau visés par un attentat suicide aujourd'hui. Une fois de plus, ce sont deux femmes kamikazes qui ont agi. Elles se sont faites exploser sur un marché faisant au moins 5 morts et plusieurs blessés. En Tunisie, un groupe djihadiste a enlevé et décapité un gendarme tunisien qui n'était pas en service. La victime a été capturée à un barrage par des hommes armés avant d'être assassinée. À Hong Kong, de nouveaux affrontements ont eu lieu la nuit dernière entre les manifestants pro-démocratie et la police. Les manifestants tentaient d'encercler l'immeuble du gouvernement local lorsqu'ils ont été dispersés, vous le voyez, de manière très violente par les forces de l'ordre. En Inde, une vidéo qui suscite énormément de réactions. Il s'agit d'une réaction justement de deux jeunes femmes qui n'ont pas voulu être victimes de violences sexuelles dans un bus au vu et au su de tout le monde. Elles se sont rebellées, ce qui est extrêmement rare dans ce pays où le statut des femmes laisse à désirer. Leslie Rezoug.
Vague d'indignation sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo de l'agression vendredi de 2 sœurs indiennes. Sur cet enregistrement amateur, Arti et Pooja Kumar sont harcelés, insultés et violentés par 3 hommes dans un bus bondé de l'état rural de l'Haryana, près de Delhi, sous l'œil indifférent des autres passagers. Âgées de 22 et 19 ans, les 2 sœurs n'ont pas hésité à se défendre. Coups de poing et de ceinture, elles luttent avec force contre leurs agresseurs. Un courage qui leur a valu des milliers d'encouragements après la diffusion de la vidéo. La police a arrêté les agresseurs présumés dimanche soir. Face au tollé provoqué par cette nouvelle affaire de violence sexuelle en Inde, la police n'a pas eu d'autre choix que de réagir. Chaque femme doit être la représentante de ces 2 filles et de leur bravoure. Je respecte leur bravoure. Il leur sera alloué près de 31 000 roupies, soit 500 $. Le gouvernement va enquêter sur cette affaire. Malgré ces effets d'annonce, cette nouvelle affaire relance pourtant les critiques contre le gouvernement indien qui ne parvient pas à endiguer véritablement la violence contre les femmes dans le pays. Régulièrement, les médias rapportent des cas de jeunes femmes violées, notamment dans les plus basses castes de la société. En mai dernier, 2 adolescentes avaient été violées et tuées dans l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde. La police avait recouru au canon à eau pour disperser les manifestants. Malgré un durcissement de la loi après la vague d'indignation provoquée par la mort d'une étudiante de 23 ans en 2012, il semble donc que le gouvernement soit impuissant à améliorer la situation désastreuse des Indiennes. Une radio militaire dans une démocratie, cela peut paraître incongru, et pourtant en Israël, Galet Tzahal, c'est son nom, littéralement les ondes de l'armée. Eh bien, c'est une radio qui s'adresse à toute la population et qui plus est, eh bien, c'est la plus écoutée dans le pays. Reportage à Yafo dans ses locaux signé Maël Benoliel. Pénétrer dans l'enceinte de la radio israélienne la plus écoutée et la plus populaire est aussi difficile que de rentrer dans une base de l'armée. Et pour cause, Galet Tzahal est la radio militaire d'Israël. Elle dépend directement du ministère de la Défense et de l'état-major israélien. Fondée à la création de l'État, elle fait depuis partie intégrante du paysage médiatique du pays. Le grand changement pour la station s'est passé au moment de la guerre de Kippour. Car pendant cette guerre, les soldats de Galatz étaient en première ligne dans des endroits où aucun autre journaliste ne pouvait arriver. Ici, la plupart des employés, qu'ils soient journalistes, techniciens ou rédacteurs, sont avant tout des soldats en service obligatoire. Une minorité d'entre eux sont des employés civils du ministère de la Défense. C'est notamment le cas de Yaron Dekel, directeur de l'information, mais qui a également le grade de commandant en chef au sein de la radio. J'ai moi-même commencé ici en tant que soldat, je sais de quoi je parle. Lorsque j'ai terminé mon service, j'étais un journaliste complet et expérimenté. Je veux la même chose pour mes soldats, qu'ils terminent leur service militaire en étant de bons journalistes. Être soldat et journaliste, 2 fonctions que tout semble opposer, et pourtant, conserver son éthique, rester au service des auditeurs avec objectivité, c'est le défi principal de l'équipe qui compose Galet Tzahal. Le secret de la force de Galet Tzahal, c'est l'objectivité de la station. Et l'objectivité s'obtient en faisant entendre toutes les opinions. Et si on ne fait pas cela, les auditeurs ne sont pas idiots, on perdrait toute crédibilité. Je préfère la définir comme une radio publique militaire, car le chef de l'état-major ne peut pas m'appeler et me dire « je te demande de diffuser ceci ou cela ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Des propos que confirme ce jeune chef d'antenne, lui aussi devenu employé après avoir fini son service militaire au sein de la radio. Shibel Karmi Mansour est aussi le premier druze à remplir cette fonction. Moi, j'ai l'impression que chaque décision qui est prise ici provient de la volonté d'être objectif. Il peut y avoir débat. Par exemple, les gens ici sont habitués à appeler une ville arabe en Israël un village. Mais c'est quelque chose que j'essaie de changer. Bien que critiqué par certains qui dénoncent la collusion entre l'armée et la radio, Galatz a depuis toujours rencontré un franc succès. C'est une station de radio faite de paradoxes et c'est la raison de son succès. Élevé au rang de trésor national pour sa longévité et son professionnalisme, beaucoup voient dans Galet Tzahal le miroir de la société israélienne, aussi paradoxal que complexe. Voilà qui nous emmène tout droit à la page culture.
Le cinéma ce soir, Laetitia Lorény, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va évoquer un événement parce que ça fait vraiment le buzz tout le week-end. C'est la première diffusion, on va dire, des toutes premières images du nouveau film Star Wars. Du nouvel épisode de Star Wars, l'épisode numéro 7. Alors, on va partir direction l'Empire Galactique. Ça s'appelle The Force Awakens en anglais. La Force se réveille. Ça donne envie. D'ailleurs, on va regarder tout de suite en images ce que ça donne. Voilà, alors effectivement, on retombe vite dans les codes qu'on connaît, mais vous nous aviez promis, la dernière fois que vous étiez venu, pour nous parler de ça, Laetitia, qu'on verrait justement les personnages aussi de l'ancienne trilogie. Oui, Han Solo et Luke Skywalker, ils sont bien présents dans l'épisode 7. Dans l'épisode 7, Harrison Ford et Mark Hamill. Mais justement, le but de ce teaser, c'est pas de nous montrer ce à quoi on s'attend, ce qu'on sait déjà, c'est de nous montrer les nouveautés. Alors là, on s'est bien aperçu qu'R2D2, déjà, maintenant, il roule. On se retrouve 30 ans dans le futur, après les en fait, 3 premiers épisodes qui étaient en fait les 3 derniers épisodes. C'est la suite, en fait, on est juste après le retour du Jedi, donc R2D2 n'a plus de jambes. Il y a un nouveau sabre laser en forme de crucifix qui fait le buzz sur Internet, mais ce qui fait le buzz plutôt négativement, c'est cette scène d'ouverture de la bande-annonce où on voit en fait l'acteur de couleur noire qui joue un Stormtrooper, un soldat de l'Empire Galactique, qui était censé, en fait, ces soldats de l'Empire Galactique étaient des clones de l'original Django Fett. Il y a eu beaucoup d'attaques des fans par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des fans de la saga, qui prétendent que ce nouvel opus serait plutôt une sorte de justicier du politiquement correct, de la discrimination positive, plutôt que fidèle à l'original de George Lucas. Ils se plaignent aussi que les femmes prennent trop d'importance, qu'elles prennent des rôles majeurs dans le film, ce que je ne comprends absolument pas, puisque c'est de toute façon la normalité du cinéma, c'est qu'on arrive à se coller à la société. Et pareil pour Star Wars et son empire galactique. En tout cas, l'acteur John Boyega, qui était donc la cible de ces attaques raciales, a tout de suite mis fin de manière plutôt classe en tweetant qu'il était très excité à l'idée de participer à cette aventure dont il était fan et que les gens allaient devoir s'habituer à l'idée de tous ces changements. Voilà. Et ça sort ? Alors ça va sortir dans 1 an, il faut attendre encore une année entière. On aura le temps de revenir bien sûr en parler pour reparler de l'histoire, puisque l'histoire est restée plutôt mystérieuse. On ne se rend pas bien compte de ce qui va se passer avec ces premières images. Bon, d'ici là, on a le temps de regarder en boucle cette bande-annonce. Merci Laetitia Lorény. Un tout petit mot de football pour vous donner les noms des 3 finalistes. C'est pas vraiment une surprise. Retenus par la FIFA pour le Ballon d'Or, le meilleur joueur de l'année en cours. Évidemment Messi, évidemment Ronaldo du Real Madrid. Et puis l'invité surprise, eh bien c'est Neuer, le gardien de la Mannschaft et du Bayern de Munich, qui sera peut-être le premier gardien Ballon d'Or depuis le Russe Yashin. C'était en 1963. Vous n'oubliez pas tout à l'heure dans Reportage sur i24 News, un reportage étonnant sur ces rencontres entre des médecins israéliens qui sont amenés à soigner des rebelles syriens dans des hôpitaux du nord du pays. C'est un reportage exclusif donc, qui vous sera proposé tout à l'heure juste après le grand direct. Donc vous envoyez quelques images actuellement. On va se retrouver dans un instant, je vous l'ai dit, pour un débat exceptionnel avec en direct depuis Paris Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy et ici Nissim Zvili, ancien ambassadeur d'Israël en France, pour évoquer donc le vote par l'Assemblée nationale française demain d'une résolution sur l'État palestinien. A tout de suite.